le retour de Décryptage Créatif, le format vidéo par Eurocreative qui décrypte l'actualité ayant cours en Europe centrale et orientale. Ce format est très simple, 10 minutes top chrono et 3 questions, mise en contexte, explication de l'événement et perspectives potentielles. Voici le triptyque autour duquel nos invités pourront décrypter l'événement choisi. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bosnie-Herzégovine, où les tensions s'accumulent ces dernières semaines, notamment avec les velléités sécessionnistes de plus en plus affirmées du chef de file politique de la Republika Srpska, Milorad Dodik. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Aline Cateux. Aline, vous êtes une spécialiste incontournable de ce pays en France et vous êtes d'ailleurs basée à Sarajevo en ce moment même. Vous êtes doctorante en anthropologie, spécialisée sur les résistances et mobilisations en Bosnie-Herzégovine, donc, qu'elles soient individuelles ou collectives, avec un focus particulier sur la ville symbolique de Mostar. Notons également que vous publiez régulièrement des analyses dans les médias français. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans les colonnes de presse de Libération, mais aussi lundi matin sur France Culture et plus généralement sur le site du Courrier des Balkans. Aline Cateux, bonjour et bienvenue sur Décryptage Créatif. Bonjour, merci de me donner la parole et pour cette introduction très, très flatteuse, merci. C'est bien normal. Pour débuter cette entrevue, je pense qu'il est nécessaire de se replonger dans le contexte politique de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est un pays qui reste largement méconnu en France et on peut dire que les événements en cours n'ont pas franchement attiré l'attention des médias et des politiques français jusqu'ici. Afin de bien comprendre la situation actuelle, j'aimerais donc que vous puissiez nous expliquer le fonctionnement particulier et hérité des accords de Dayton, de la Bosnie-Herzégovine et le contexte politique troublé de ces dernières années. Alors, la Bosnie-Herzégovine est un... Donc, oui, les accords de Dayton, juste rapidement expliqué, ce sont les accords de paix qui ont été signés en décembre 1995 et qui ont mis fin au conflit en Bosnie-Herzégovine qui avait cours depuis 1992. Donc, c'est bon, pratiquement le seul mérite réel en fait, de ces accords de paix, d'avoir arrêté la violence armée. Le volet civil des accords est devenu la constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui est un pays divisé en 2 entités administratives, la fédération d'un côté et la République serbe de Bosnie de l'autre, dont la capitale est Banja Luka, avec des institutions communes, avec des institutions nationales, en fait, qui chapeautent l'activité de ces deux entités. Et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine est garantie par ces accords de Dayton et doit être également garantie par les signataires des accords de paix, dont l'Union européenne et les États-Unis, qui ont obligation en réalité de protéger, en tout cas de surveiller à ce que l'intégrité territoriale du pays ne soit pas attaquée. Pour chapeauter tout ça, il y a un représentant, le haut représentant de l'Union européenne qui est complètement omnipotent sur le pays, puisqu'il est doté de ce qu'on appelle les pouvoirs de Bonn, qui lui donne le droit de tout faire. C'est-à-dire qu'il peut démissionner un ministre, un président, annuler une loi, promulguer une loi. En réalité, sa place, et c'est un des gros problèmes de disposition de ces accords de paix, c'est que ça place le pays plus au niveau d'un protectorat que de lui laisser une réelle souveraineté. Et c'est bien ce qui est contesté dans ces accords de paix, notamment par les ethnonationalistes, quels qu'ils soient. Alors, bon, les nationalistes du SDA, les nationalistes musulmans sont très crispés, évidemment, sur le maintien des accords de Dayton. Les ethnonationalistes croates du HDZ et serbes du SNSD sont, eux, une réelle entreprise de démolition de ces accords de paix qui se mettent en travers, en fait, de leur dessein politique qui a toujours été de finir de démembrer ce territoire. Donc voilà, on est dans une situation aussi où le pays est en permanence décrit comme étant ethniquement divisé. Alors, c'était certainement vrai après la guerre, dans le sens où après une guerre, on est quand même, j'imagine, tout le temps complètement dans la terreur de la guerre qui vient de terminer, et dans énormément d'émotions et de choses qui ne sont pas du tout apaisées. 25 ans plus tard, dire que le pays est ethniquement divisé, ce n'est pas un mensonge, mais c'est réduire la Bosnie-Herzégovine à une espèce de territoire dont chaque bloc serait homogène
et où tous les Serbes penseraient pareil, ou tous les Croates penseraient pareil, ou tous les musulmans penseraient pareil. Or, on sait très bien, ça n'existe nulle part. C'est de la même façon quand on dit le groupe « les Français », c'est une hérésie, ça ne recouvre rien d'autre qu'une citoyenneté. Mais, et encore, on n'est pas tous la même chose dans cette citoyenneté. Donc, si c'est comme ça en France, il n'y a aucune raison que ce soit différent en Bosnie-Herzégovine. Et on parle souvent de les Serbes de Bosnie, mais les Serbes de Bosnie, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Soit vous parlez des politiciens, soit vous parlez des citoyens qui ne se reconnaissent pas tous, en fait, au travers du prisme ethnique et qui ont souvent des avis beaucoup plus citoyens et beaucoup moins orientés, en fait, vers la partition, la division ou, comme c'est le cas en ce moment, vers la sécession de l'entité serbe, que les politiciens dont tout le monde dit qu'ils représentent ce groupe. C'est une des grandes erreurs aussi quand on présente la Bosnie-Herzégovine, c'est de dire que, et c'est un des gros enjeux aussi en ce moment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est un des gros enjeux de la réforme électorale, qui est aussi, outre la sécession des Serbes de Bosnie, qui est le gros problème qui a pratiquement déclenché tout ça il y a quelques années maintenant, c'est cette réforme électorale voulue par les nationalistes croates qui voudraient inscrire littéralement dans la Constitution qui sont les représentants légitimes de ces communautés. Donc, c'est partir du principe que tout le monde en Bosnie-Herzégovine se reconnaît d'une ethnie ou d'une autre, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, on se trouve avec des ethno-nationalistes tout puissants dans le pays et des civils qui voudraient pouvoir sortir de système, mais qui n'ont aucun outil ni aucun interlocuteur pour le faire, et une situation du coup qui est complètement paralysée. Merci pour ce panorama général de la situation politique en Bosnie-Herzégovine. Donc, une situation certes complexe, mais qui est aussi analysée au travers de simplifications, notamment en Europe de l'Ouest, notamment en France, vous l'avez dit. On parle souvent effectivement des tensions, on ne parle pas forcément des solutions qui puissent exister, des choses qui vont bien aussi. Et donc, comme je le disais, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces tensions. Cependant, cette fois-ci, l'inquiétude semble plus grande qu'à l'accoutumée, et notamment parmi les populations civiles. Et peut-être que vous pourrez nous en dire plus, puisque vous êtes en ce moment à Sarajevo, comme je le disais en introduction. Lorsqu'on est sur Internet, on voit aussi que plusieurs experts, une multitude d'experts, parlent d'un réel danger de guerre. La communauté internationale semble assez inquiète aussi, malgré des déclarations assez liminaires, mais toujours est-il, il y a une inquiétude générale, je pense qu'on peut le dire, avec un climat qui pourrait rappeler les événements, ou on a peur en tout cas qu'il puisse rappeler les événements dramatiques des années 90. Alors, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe concrètement depuis ces dernières semaines en Bosnie-Herzégovine et quels sont, selon vous, les risques précisément ? Alors, en fait, ce qui se passe depuis quelques semaines en Bosnie-Herzégovine, c'est que le prolongement de ce qui s'y passe depuis au moins 15 ans avec les menaces de Milorad Dodik concernant la sécession de la République serbe. Ça, c'est un truc aussi sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est une crise dans le sens où c'est beaucoup plus aigu, mais enfin, ça tombe pas du ciel et c'est très difficile de comprendre pourquoi la communauté internationale, donc les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies n'ont pas réagi plus tôt. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la culmination de ce sur quoi on alerte depuis 15 ans. C'est-à-dire ces ambitions de Milorad Dodik de faire sécession avec son entité, mais aussi derrière de Dragan Čović, qui est le président du Parti nationaliste croate, qui lui veut absolument sa troisième entité en Herzégovine avec Mostar comme capitale de cette entité, et qui est tellement fou de rage de ne pas être élu, de ne pas être le président croate de la présidence tripartite que en fait, il veut carrément faire inscrire dans la Constitution que seuls les partis, littéralement, en fait, pour ne pas inonder en fait, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent de trop d'informations, mais il veut littéralement faire inscrire dans la Constitution qui peut légalement représenter qui. Donc, c'est juste une catastrophe totale. Donc, la seule différence entre ces menaces précédentes et ce qu'on disait toujours, oui, mais c'est un coup de bluff, etc. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, en fait, Čović et Dodik qui marchent la main dans la main. Il y a pas de, c'est vraiment une démarche jointe.
sont beaucoup exprimés sur sécession, etc., dans notamment les années d'élection. Donc c'est vrai que pendant longtemps, on a dit oui, mais c'est une rhétorique électorale, c'est pour gagner des votes dans la frange la plus radicale de leur électorat, etc., etc. Certes, normalement, alors moi je pense personnellement, et je ne suis pas la seule à le penser, mais je pense que les élections de l'année prochaine n'auront pas lieu parce que le pays sera complètement bloqué. Là, c'est qu'en fait, Dodik n'est plus dans la menace, c'est qu'il est passé à l'action concrète. Il a annoncé qu'il fera sécession dans 6 mois. Il a annoncé une série en fait, de mesures concrètes qui vont vers la sécession. Donc, c'est quitter les forces armées de Bosnie-Herzégovine, quitter les institutions financières, quitter les institutions judiciaires, bien sûr, interdire l'exercice des agents de la CIPA, donc qui est l'agence de sécurité intérieure bosnienne, au besoin d'utiliser la violence pour sortir en fait les agents de la CIPA du territoire de la République serbe, quitter les institutions sur sécurité alimentaire, sécurité de la santé, etc., etc. Et puis surtout, dans la dernière la dernière mesure, pardon, excusez-moi, dans tout ce volet de mesures et qui a réellement mis le feu aux poudres de l'angoisse en fait permanente dans laquelle les Bosniens vivent depuis 25 ans, c'est le décret de recréation de l'armée des Serbes de Bosnie, qu'il a signé la semaine dernière à Pale, qui est l'ancienne capitale des Serbes de Bosnie, c'était la capitale de Karadzic, qui est à 15 km de Sarajevo, et où évidemment, quand les survivants du génocide ou n'importe quelle personne qui a dû survivre en fait à un siège de la VRS, enfin de l'armée des Serbes de Bosnie, n'importe qui a peur de ce retour de la violence, entendent que Dodik pense à recréer cette armée, même s'il y a peu de chances que ça se produise, puisque jusqu'à maintenant, l'Assemblée, pardon, du lapsus, l'Assemblée de la République serbe ne semble pas vouloir suivre Dodik sur tous les points en fait, qui mènera à la sécession. Pour les gens, c'est un désastre total. Donc, on n'est plus dans ce truc de menace, on est dans quelque chose d'extrêmement concret, une escalade dont il y a pas dans laquelle il n'y a pas d'issue. Dodik n'a aucune autre stratégie que l'escalade, donc il va être obligé d'aller au bout. Et comme il n'y a pas de réaction, ou très peu en fait, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU, les Russes, pour eux, c'est tapis rouge. Parce que derrière, il y a quand même la Russie qui est très présente dans la région, qui a participé à la militarisation de la police de la République serbe, qui a entraîné certaines unités, qui est très présente sur le territoire au travers de sociétés de sécurité privées, etc., etc. Donc tout ça fait qu'en effet, l'angoisse des gens est poussée à son comble. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une guerre comme celle des années 90? Personnellement, j'en doute, en tout cas pas maintenant. En revanche, je pense que ce qui fait de l'angoisse pour tout le monde, c'est la probabilité de la réapparition de la violence, notamment dans les endroits très isolés, type Bosnie de l'Est, qui sont aussi des endroits très symboliques. C'est vraiment la vallée du génocide de Srebrenica, des musulmans de Srebrenica, pardon. Les gens s'attendent plus à une résurgence de violence sur des populations qui sont faibles, qui sont isolés et qui sont en danger de fait quand on est une minorité et qu'on se retrouve pris dans ce type de tension. Mais aussi, on reparle beaucoup d'un possible blocus, en tout cas sur le nord et sur l'est de Sarajevo, puisque par exemple, nous, on est entouré par la République serbe à Sarajevo. La route du Sud sera toujours ouverte parce que c'est la route qui va vers Mostar. Mais ici, la ligne, ce qu'on appelle l'Inter-Entity Boundary Line, qui sépare administrativement le pays en deux, passe entre les deux entités, passe tout autour de Sarajevo. Et c'est une menace, c'était une menace régulière en fait de Milorad Dodik d'établir en fait des points de contrôle de police. Et d'arriver littéralement à paralyser la ville et la circulation des gens qui circulent régulièrement entre les entités. Je veux dire, les gens ne restent pas confinés dans leur petit territoire. Et ces points de police, d'ailleurs, ne seraient pas forcément dangereux
pour les personnes, pour l'intégrité physique des personnes, etc. Mais vous voyez bien que psychologiquement, et notamment pour les gens qui ont survécu au siège de Sarajevo, qui a quand même duré 4 ans, devoir repasser en fait des contrôles de police pour sortir de la capitale, ça va forcer les gens, ça va amener les gens forcément à réduire leur mobilité. Et en ce moment, dans les inquiétudes, la première chose qu'on note, c'est la peur de perdre la mobilité. Tout le monde se préoccupe d'avoir un passeport en règle, tout le monde sait quelle route pourra être empruntée ou pas si jamais on se retrouvait bloqué au nord et à l'est. Et ce qui ne veut pas pour autant dire, les gens ne sont pas idiots, les gens savent très bien qu'il ne va pas y avoir des chars demain sur le Mont Trebević qui vont retirer sur la ville. Et malgré cette rationalité, en fait, l'angoisse de perdre la mobilité prend le dessus et mène en fait à ces peurs et à cette logistique en fait immédiate de se dire bon mais il faut qu'on soit prêt. En fait, c'est surtout ça, c'est que les gens ne veulent pas être pris au dépourvu. Et c'est très difficile de vivre comme ça. C'est très intéressant et très éclairant d'avoir ce ressenti, que vous puissiez partager avec nous ces perceptions qui existent aujourd'hui dans les rues de Sarajevo et plus largement en Bosnie-Herzégovine face à cette escalade qui inquiète évidemment, mais une escalade, vous l'avez dit, qui s'inscrit dans un contexte plus large. Et là, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu peut-être aux perspectives d'évolution. Les sorties politiques, notamment à propos d'un démembrement de la Bosnie-Herzégovine, ne sont absolument pas nouvelle. 25 ans après les signatures des accords de Dayton, ceux-ci sont régulièrement mis en cause. C'est le cas en Bosnie-Herzégovine par différentes forces politiques, vous l'avez évoqué. C'est le cas dans les Balkans occidentaux, notamment par plusieurs voisins, et pas que dans les Balkans occidentaux d'ailleurs, plus largement au sein du système international. On sait aussi parallèlement que le processus d'élargissement européen dans la région est bloqué. Il n'y a pas forcément d'autres mots pour décrire ce qui se passe en ce moment. Et donc la question est maintenant. Et maintenant, quelle perspective pour la Bosnie-Herzégovine contemporaine selon vous? C'est compliqué. C'est toujours... Vous êtes là? Oui, pardon. Je reprends. Alors, c'est compliqué, en fait, de parler de perspective, parce que, en effet, on est à un point, on est clairement, c'est un peu le moment de vérité, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que la communauté internationale adopte la même stratégie, regarde le pays avec les mêmes outils d'analyse et se casse la figure. Et malgré tout continue d'agir de la sorte en se demandant pourquoi ça ne marche pas. Donc en gros, chausser des lunettes ethniques en permanence, de l'ethnicisation en permanence pour lire la situation. L'autre stratégie, c'est en permanence tâcher d'apaiser en fait les ethno-nationalistes pour pas qu'ils s'énervent de trop. Plutôt que de les neutraliser. Donc, ça fait 25 ans qu'on leur donne une vraie légitimité. Donc, ça, c'est pareil, c'est quand même un des gros problèmes sur lequel il va être très difficile de revenir. Je doute que l'Union européenne admette ça un jour, ou les États-Unis, ou n'importe qui d'autre. Après, il y a quand même le problème de la sécurité des élections. Qui devrait, à mon avis, qui est une priorité depuis très longtemps. C'est-à-dire que un des arguments qu'on entend pour ne pas venir à la rescousse, si je peux m'exprimer ainsi, de la Bosnie-Herzégovine, c'est oui, enfin, les Bosniens sont un peu bêtes parce que ça fait 25 ans qu'ils réélisent les mêmes personnes. Alors, qu'il y ait eu des réélections des leaders ethno-nationalistes tout de suite après la guerre, etc., c'est indéniable. C'est aussi explicable, d'ailleurs. Et le rôle de la peur et des émotions dans ces votes sont énormes. Aujourd'hui, ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on sait que les élections sont truquées en Bosnie-Herzégovine. Ce sur quoi la communauté internationale ne s'exprime absolument pas. Une des dernières choses en fait, qu'on a supplié le dernier haut représentant en Bosnie-Herzégovine de faire,
D'ailleurs, avant son départ, Valentin Inzko, en juillet, c'était de promulguer un décret qui imposerait la surveillance des dépouillements des scrutins pour enrayer complètement les fraudes et pour permettre d'établir une réelle image politique consécutive aux élections. Et je pense qu'on s'apercevrait, alors je ne pense pas que les partis nationalistes seraient balayés comme ça du jour au lendemain, mais je suis persuadée qu'ils perdraient le pouvoir notamment dans des endroits stratégiques comme Mostar. Les dernières élections qui ont eu lieu en décembre, qui étaient saluées comme par tout le monde comme le retour de la démocratie à Mostar. En réalité, il n'y a pas de retour de la démocratie à Mostar. Les élections ont été truquées. On estime que c'est sur environ 35% des mandats de la mairie qu'auraient dû aller à l'opposition. Et donc, on voit bien que ça n'aurait pas renversé du jour au lendemain les ethno-nationalistes, mais en même temps, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'opposition aurait un droit de veto à la mairie de Mostar. Donc, ce qui change complètement l'environnement politique dans lequel les gens vivraient au quotidien. Donc, à part agir sur ce genre de choses pour empêcher en fait, les ethno-nationalistes de se maintenir sans condition au pouvoir et d'agir en complète impunité, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que ça fait 25 ans quand même que ces gens pillent le pays, capturent l'État, détournent des fonds au détriment des Bosniens, et qu'on continue à faire à avoir un espèce de discours qui se résume un peu à « oh là là, la corruption c'est mal ». Et pendant ce temps-là, on déverse des millions sur des ateliers, sur la réconciliation, la stabilité, etc., etc., qui ne servent strictement à rien. Et c'est une demande des Bosniens depuis des lustres, cette surveillance du processus électoral. Parce qu'ils savent bien que c'est eux aussi à un moment donné qui vont être à la racine, qui peuvent être à la racine de ces changements. Mais un, on ne les écoute pas, et deux, quand ils sortent dans la rue, on leur renvoie le fait que bon, faut manifester, mais enfin, faut manifester quand même gentiment. Et ce qu'on est en train de leur dire là, en l'occurrence en ce moment, et qui démobilise en fait toutes les velléités, c'est qu'on va apaiser Čović et Dodik, on va leur donner, on va essayer d'infléchir sur certains des trucs les plus insupportables en fait dans le vocabulaire. On va les apaiser, donc les Bosniens sont priés de pas faire trop de bruit, parce que éventuellement, s'ils faisaient trop de bruit, c'est peut-être quand même vraiment ça qui mènerait à la violence, et donc finalement, ce seraient eux les coupables. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Après, des solutions, à part renforcer la sécurité des élections et utiliser les pouvoirs de Bonn et démettre une petite centaine de personnes dans ce pays qui pillent ce pays depuis 25 ans, j'ai pas beaucoup d'autres solutions, d'autant plus que je ne suis pas politiste et que j'ai du mal à voir en dehors de solutions qui seraient quand même relativement radicales et soyons clairs, pas applicables sans troupes, sans renfort de l'EUFOR. Si on s'avançait vers une immense opération anticorruption en Bosnie-Herzégovine, je pense qu'il faut mettre autre chose que de l'argent dans le pays. Oui, bien sûr, et vous faites bien de mentionner l'EUFOR qui a été renouvelé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'annonce a été faite dans la nuit. On verra ce qui se passe. Merci d'avoir partagé vos perspectives. Nous continuerons à les suivre évidemment sur Eurocréative et j'espère qu'on aura le plaisir de vous entendre à nouveau sur la Bosnie-Herzégovine, d'autant plus que vous l'avez dit, il y a les perspectives des élections générales en 2022. Bon. On verra si elles ont lieu finalement, mais en tout cas, il y a ces perspectives qu'on doit garder en tête. En tout cas, Aline Cateux, merci encore de votre présence, merci de vos explications, de vos éclairages pédagogiques et détaillés. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci, à très bientôt sur Eurocréative. À bientôt.